Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le premier talk de cette série dédiée au marché de l'hydrogène en Europe. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jenna Benamirou, chargée de communication chez VID. J'aurai le plaisir d'animer les 3 talks du mois d'octobre sur ce sujet. Donc vous le savez, l'hydrogène compte de nombreuses promesses pour la mobilité et notamment pour la mobilité lourde. J'entends notamment des véhicules sans émissions de carbone et aussi une autonomie plus longue que les véhicules électriques actuels, entre autres. Vous l'avez également entendu, la Commission européenne a annoncé récemment la création d'une banque européenne de l'hydrogène avec une capacité d'investissement qui s'élève à plus de 3 milliards d'euros pour construire le futur de ce marché, financer des projets innovants, notamment construire des infrastructures. Donc, ce mois-ci, à travers les Mobility Talks, on va dresser le bilan du développement de l'hydrogène en Europe en 2022 dans le secteur de la mobilité. On va aborder les raisons de son émergence, ses perspectives et notamment les impacts à anticiper. Donc pour ce premier échange, je suis ravie d'accueillir une experte en la matière, Valérie Bouillon-Delporte, qui est ambassadrice Hydrogène Europe, première vice-présidente d'Hydrogène France et directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin. Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jenna, et puis ravie d'être parmi vous en direct de Stuttgart, puisque se tient à Stuttgart un salon dédié à l'hydrogène. Alors, comme mon titre vous le fait supposer, je suis un peu une spécialiste de l'hydrogène depuis maintenant de nombreuses années, même si on parle plutôt récemment de l'hydrogène. J'ai eu la chance de présider pendant 4 ans Hydrogène Europe, qui est l'association des industriels de l'hydrogène en Europe et qui a également une partie partenariat public-privé avec la Commission européenne. Et à ce titre, j'étais la présidente du board. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Et chez Michelin, j'ai même gagné un petit surnom puisqu'on m'appelle la Madame Hydrogène de chez Michelin. Donc, comme vous l'avez compris, le sujet aujourd'hui, c'est l'hydrogène. Alors, on parle beaucoup d'hydrogène. On parle aussi beaucoup de couleurs de l'hydrogène. Je vais essayer de vous donner quelques clés de décryptage. Ouais. Peut-être juste avant de commencer, Valérie, je vais juste rappeler rapidement les règles du jeu. Alors, vous le savez, ces talks sont proposés par le Mobility Club, qui est donc la plateforme d'accélération d'acteurs de la mobilité initiée par VID, qui a donc pour objectif d'aider ses adhérents dans la construction de leur stratégie d'innovation et la compréhension des tendances clés sur le secteur de la mobilité. Pour rappel, cet échange durera une quinzaine de minutes. Vous pouvez utiliser la partie chat pour vous présenter et poser vos questions dans l'onglet dédié, puisqu'une petite partie questions-réponses aura lieu à la fin de cet échange. Donc Valérie, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous rappeler en quoi consiste l'hydrogène, en quoi consiste la technique et quelles sont les raisons de son émergence en secteur de la mobilité? D'accord. Alors, comme je le disais, l'hydrogène, il y a plusieurs types d'hydrogène. En fait, plusieurs façons de produire l'hydrogène. L'hydrogène, ce n'est pas une technologie nouvelle. Ça fait plusieurs dizaines d'années que l'hydrogène est utilisé notamment pour la désulfurisation du diesel ou pour les sociétés et l'industrie engrais chimique. Mais l'hydrogène qui était utilisé dans ces industries-là est un hydrogène que l'on fabrique par vaporoformage à partir d'une molécule de CH4, donc de gaz. Donc, c'est un hydrogène qui est encore fortement carboné puisque sa production émet 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Avec le développement de l'hydrogène, les stratégies vont vers un hydrogène avec de moins en moins de contenu de carbone. Donc, vous avez l'idéal à atteindre qui est l'hydrogène que l'on qualifie de vert ou l'hydrogène renouvelable, qui est un hydrogène fabriqué par électrolyse et cet électrolyseur va utiliser de l'électricité fournie par des énergies renouvelables. Donc, c'est un hydrogène qui va produire très peu de CO2 lors de sa fabrication. Et vous avez aussi des niveaux intermédiaires. Le principal, c'est l'hydrogène bleu. Donc, l'hydrogène bleu, c'est quoi? C'est de l'hydrogène fabriqué par vaporoformage, mais sur lequel on va venir ajouter un procédé, soit un procédé de capture du CO2 émis, ça s'appelle du Carbon Capture Storage, soit on va utiliser le CO2 émis lors de sa fabrication pour d'autres applications, donc c'est le Carbon Capture Usage. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les stratégies, notamment européennes, ainsi que celles de la France, visent à utiliser un hydrogène bas carbone, c'est-à-dire un hydrogène fabriqué par électrolyse, que la source d'électricité soit de l'électricité renouvelable
ou de l'électricité nucléaire. Maintenant, quand on parle d'hydrogène et de véhicules à hydrogène, vous pouvez me dire, mais finalement, c'est quoi la différence entre un véhicule à hydrogène et un véhicule électrique à batterie? Mais il n'y en a pas, dans la mesure où les deux sont des véhicules électriques. La seule différence, c'est la façon dont ils stockent l'énergie. Dans un véhicule électrique à batterie, l'énergie elle est stockée dans la batterie. Dans un véhicule électrique à hydrogène, l'énergie est stockée dans un réservoir à hydrogène et l'hydrogène est stocké sous forme de gaz. C'est vraiment la différence principale. Et vous avez une pile à combustible qui joue le rôle finalement du powertrain et qui va transformer cette énergie hydrogène du réservoir en la combinant à l'oxygène de l'air et en fabriquant de l'électricité qui, elle, va alimenter un moteur électrique. Mais il me semble que vous aurez d'autres acteurs, notamment Toyota, lors du prochain chat, qui vous parlera un peu plus en détail de cette technologie. Alors, vous m'avez demandé, Jenna, les raisons du développement. Exactement. Pourquoi on parle maintenant beaucoup d'hydrogène? En fait, je peux vous dater très précisément le point de non-retour, 1er mars 2018. L'hydrogène, on en parle depuis longtemps, mais le 1er mars 2018, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé la place de l'hydrogène en Europe. Ce jour-là, le commissaire européen à l'énergie, Miguel Cañete, a réuni l'ensemble des acteurs, des CEO, des institutions, pour indiquer qu'il n'arriverait pas à atteindre sa feuille de route de mix d'énergie renouvelable dans la production d'électricité s'il n'avait pas l'hydrogène parmi les autres technologies. Et c'est très important parce que le fait que l'hydrogène devienne central et devienne cœur pour les stratégies énergétiques de l'Europe, mais on déverrouillait également beaucoup d'autres marchés tels que celui de la mobilité. Ensuite, vous avez d'autres phénomènes. Et depuis 2020, les crises ont eu un impact positif sur le développement de l'hydrogène. La création de la nouvelle commission, avec le fameux Green Deal, a mis là aussi l'hydrogène comme un des piliers de sa stratégie. La crise sanitaire a également replacé, notamment dans le cadre des plans de relance, l'hydrogène comme une des solutions, pas la seule solution, mais une des solutions. Et enfin, la crise énergétique liée au conflit en Ukraine a permis à l'Europe de redimensionner son plan énergétique pour arriver à une indépendance énergétique. C'est le fameux REPowerEU, dans lequel l'hydrogène a un rôle central. Parfait. Donc, là, on a donc parlé des raisons pour lesquelles l'hydrogène intéresse autant. Quel est aujourd'hui le bilan sur le développement de l'hydrogène en Europe en 2022, toujours dans le secteur de la mobilité, donc son utilisation, son évolution? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus évolués que d'autres sur le sujet et pour quelles raisons? Et notamment, quels sont les principaux acteurs présents sur ce marché? Alors, on est encore sur un marché qui est à ses débuts, contrairement aux véhicules, notamment sur les véhicules légers. Vous allez voir beaucoup de véhicules électriques à batterie. Vous voyez beaucoup moins de véhicules électriques à hydrogène. Il y en a. C'est un marché qui a démarré après celui de la batterie, donc c'est un petit peu normal qu'on en voit moins. La spécificité, c'est qu'aujourd'hui, tous les secteurs de la mobilité sont concernés par l'hydrogène. Alors, vous avez des vélos à hydrogène qui sont pour des applications assez spécifiques. Mais vous avez également au niveau des véhicules légers, des véhicules qui circulent. Alors, on vise plutôt des usages professionnels puisque l'intérêt d'un véhicule électrique à hydrogène, c'est qu'il a un profil très similaire à celui d'un véhicule thermique et il se recharge aussi rapidement, c'est-à-dire en 5 minutes. Donc, à partir du moment où vous avez un usage intensif en mode électrique, l'hydrogène apporte une solution, une complémentarité que très souvent la batterie n'arrive pas à couvrir. Donc, les deux solutions sont complémentaires, mais pour les usages professionnels intensifs, que ce soit les taxis, vous allez retrouver très facilement des véhicules légers hydrogène. Sur les véhicules utilitaires aussi, vous avez aujourd'hui 2 marques françaises notamment qui se sont positionnées. Donc, Stellantis avec ses marques Opel, Peugeot et Citroën qui a sorti un VUL hydrogène. Vous avez également Ivia qui est une JV entre Renault et Plug Power, dédiée au VUL électrique et hydrogène. Et pour ces applications, le VUL hydrogène répond aux besoins des professionnels en matière d'intensité, de profil, de recharge du véhicule. On va retrouver également, vous avez à peu près 360 bus à hydrogène qui circulent aujourd'hui en Europe.
Rien qu'en France, quand on regarde jusqu'en 2026, vous avez une demande des collectivités qui totalise 800 bus à hydrogène. On commence sur le camion. Vous avez des expérimentations sur le camion électrique à hydrogène. Vous avez des expérimentations dans le sud de la France avec Carrefour, le projet H2Ol et puis Ayamen. Vous avez également la Suisse. La Suisse, un des distributeurs alimentaires en Suisse, a commandé 1600 camions hydrogène à déployer dans les prochaines années pour bénéficier aussi d'élimination de taxes, puisqu'il y a une taxe CO2 qui couvre les véhicules thermiques, les camions thermiques en Suisse. Ça permet quand même d'économiser entre 40 000 et 60 000 euros par an pour un camion, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Vous avez également des bennes à ordures ménagères. Vous avez quelques bennes à ordures ménagères qui circulent en Europe. Vous avez une ville, je crois que c'est Tours, qui s'est dotée d'une benne à ordures ménagère. On parle de plus en plus d'hydrogène dans les avions, puisque Airbus envisage d'utiliser l'hydrogène dans ses avions. Le train également. Des trains à hydrogène circulent alors en Allemagne, mais très prochainement en France. Là aussi, c'est un très bon remplacement des lignes diesel quand vous pouvez difficilement électrifier une ligne, puisque le coût d'une ligne, ça coûte de 1 à 5 millions d'euros par kilomètre. Donc, avec une solution hydrogène, il vous faut une station d'avitaillement au début, une à la fin. Donc, on arrive à des équilibres économiques beaucoup plus avantageux. Et puis, le maritime, enfin, mais là, sous des formes d'hydrogène un petit peu différentes que sous forme gazeuse, puisqu'on a besoin quand même de grandes quantités d'énergie. Donc, vous n'avez pas un seul pan de la mobilité qui est oublié par l'hydrogène. L'hydrogène peut apporter des solutions à chacun d'entre eux. D'accord. Très clair, et ça me permet de basculer sur la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'innovation sur ce marché? Quels sont les cas d'usage innovants qu'on peut observer, quel que soit le type de mobilité concerné? Et est-ce qu'on peut également mentionner les différentes initiatives et notamment les financements mis en place dans le cadre du développement de l'hydrogène en Europe? Alors, en termes d'usage innovant, vous en avez, je parlerai plutôt de modèle économique, vous en avez déjà beaucoup. Vous avez celui des taxis, Hype, mais je ne reviendrai pas dessus puisque ça fait l'objet d'un échange prochainement. Vous avez également, j'ai mentionné Hyvia. Hyvia, c'est une association entre un constructeur, Renault, et un nouvel acteur, Plug Power, sur l'hydrogène pour arriver à proposer aux clients un modèle économique entre véhicules et puis accès aux stations. Vous avez des nouveaux modèles économiques, même dans des sociétés comme Michelin, où Michelin a créé Watèa. Watèa, c'est une filiale de Michelin qui propose aux flottes de professionnels de les aider à passer aux véhicules électriques, soit à batterie, soit à hydrogène, en leur proposant un petit peu comme un abonnement téléphonique, une offre tout inclus. Vous avez également des modèles économiques nouveaux sur les camions, une société comme Unico qui va proposer également des all-inclusive dans leur offre pour les camions. Vous avez des nouveaux acteurs, un petit peu comme le Tesla sur véhicules électriques à batterie. Mais vous avez dans le camion, vous avez des sociétés, des constructeurs comme Nikola, comme Aizen, et puis vous avez même des nouveaux acteurs dans le domaine de la voiture de luxe, puisqu'on a parlé très récemment dans la presse de la société Opium. Donc, vous avez vraiment des cas d'usage innovants, mais toute cette filière-là a besoin quand même d'être soutenue à son départ. Et l'Europe le fait assez volontiers en mettant en place ce qu'on appelle des plans de financement structurants de filières. Vous avez dû entendre parler de l'Alliance Batterie, il y a une Alliance Hydrogène, et ça permet à l'Europe, en fait, d'aider des champions. On a la chance sur l'hydrogène d'avoir des champions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de la molécule à sa distribution, aux équipementiers, aux constructeurs de véhicules et aux usages. Et là, l'Europe vient de financer 2 des premières vagues IPCEI en mettant quand même un peu plus de 10 milliards d'euros de subventions qui sont accordées par chaque État membre aux champions qu'elles ont désignés. Et dans la première vague qui est dédiée à la technologie, vous avez sur les 10 lauréats français, 5 acteurs qui traitent de la mobilité. Très bien. Est-ce qu'on peut également mentionner le partenariat que vous avez mis en place, le partenariat public-privé mis en place avec la Commission européenne?
Tout à fait. Alors, ce partenariat public-privé s'appelle le Clean Hydrogen Partnership. Il a été créé déjà dans Horizon 2020, puisqu'il a été créé en 2008, donc il a quand même un certain recul. Il a été doté dans le cadre d'Horizon Europe d'une enveloppe de subvention d'1,2 milliard jusqu'en 2027. Et ces 1,2 milliard permettent de subventionner des projets. Alors, il n'y a pas que des projets mobilité. Vous avez à peu près 46% des subventions qui sont fléchées vers des projets de mobilité. On est quand même dans des projets soit d'innovation et de recherche, soit des projets de premier déploiement, c'est-à-dire des projets qui vont permettre de mettre les premiers objets sur le marché. C'est comme ça que vous avez eu des VUL, c'est comme ça que vous avez eu des bus. Et le dernier projet en date concerne le déploiement de 150 camions hydrogène. D'accord. Très clair. Merci beaucoup Valérie pour ces éléments. Je vous propose maintenant de prendre un peu de temps pour répondre à quelques questions des participants. La première question de Vincent Cabanel, est-ce que dans la mobilité, l'hydrogène va surtout se développer dans le B2B? Alors, oui, au début. C'est-à-dire, pour une raison très simple, il est difficile de demander à un particulier d'acheter son véhicule en lui disant qu'il n'aura une infrastructure de recharge que sur un axe Paris-Marseille, par exemple. Quand vous visez le professionnel au début, vous êtes capable de lui fournir un maillage et une densité de recharge qui est suffisante pour son usage. Et ce maillage sert de première base pour ensuite aller vers la mobilité du particulier. On reparlera de la mobilité du particulier probablement après les années 2026, mais pas avant. Parfait. On a une autre question de Yacine Mamesh qui demande à quelle échéance l'hydrogène peut-il devenir compétitif en termes de prix face aux autres énergies pour la mobilité? Alors, la réponse était un peu plus évidente avant la crise énergétique. Aujourd'hui, tous les paramètres sont en train de changer, puisqu'on compare toujours au diesel. Mais il faut tenir en compte deux paramètres. Le coût des énergies fossiles se renchérissent, on le voit tous les jours à la pompe. Et le deuxième, c'est que l'Europe s'est fixé pour objectif en 2035 de ne plus vendre de véhicules autres que des véhicules électriques, notamment pour les véhicules légers. Donc, je dirais que ce n'est pas plutôt une question de quand, c'est plutôt une question de volume. Nous avons mené et nous allons sortir des éléments d'études au sein de France Hydrogène sur la compétitivité justement de ces mobilités électriques à hydrogène. Grosso modo, sur un véhicule léger, on voit qu'à partir d'un volume qui se situe autour de 50 000 véhicules à hydrogène, on arrive à se rapprocher très fortement des prix du diesel. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez 100 000 VUL, 100 000 VUL hydrogène, c'est 300 000 réservoirs. Il faut savoir qu'une ligne de production pour un réservoir à essence, en général, elle est dimensionnée à 250 000 unités par an. Et 100 000 VUL, c'est 10 millions de membranes et c'est 10 millions de plaques bipolaires. Donc, on est tout de suite dans des volumes qui permettent des économies d'échelle. D'accord. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. Une question de Laure Wagner qui dit que créer de l'hydrogène nécessite donc beaucoup d'électricité. Quels sont les cas d'usage qui ont le plus d'intérêt ou de chances de passer par l'étape hydrogène? Alors, oui, ça nécessite de l'électricité, mais j'aurais dû spécifier il ne faut pas oublier que là, pour l'instant, la stratégie de l'Europe, c'était 32% d'énergie renouvelable dans le mix. Cet objectif de 32%, il va passer à 45%. Le problème, ce n'est pas forcément comment on produit de l'électricité à partir de renouvelables, mais c'est comment on stocke cette électricité qui est fabriquée à partir de renouvelables. Et là, l'hydrogène permet de stocker sous forme d'hydrogène cette électricité qui ne peut pas être utilisée sur le réseau. Et oui, il y a des usages qui font plus sens que d'autres. Vous en avez dans la mobilité, notamment pour la mobilité lourde, la mobilité intensive, parce que quand vous avez des camions qui ont des batteries, techniquement, c'est possible, mais d'un point de vue capacité de charge, d'un point de vue autonomie, d'un point de vue disponibilité du véhicule quand il ne recharge pas, ça ne correspond pas aux usages. Et vous avez également des usages d'hydrogène, mais ce n'était pas le sujet de ce chat, pour décarboner l'industrie dans ces différents usages. Un exemple qu'on me donne, c'est soit sur les cimentiers, soit sur les fabricants d'acier, où vous allez remplacer en fait le CO2 utilisé dans le process de production par de l'hydrogène.
Parfait. On arrive à la fin de cet échange. Désolée pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu de réponse à leurs questions, mais Valérie doit être libérée dans une petite minute. Donc, on va partager l'adresse mail de Valérie pour celles et ceux qui souhaitent poser leurs questions ou prendre contact avec elle. Je vous remercie d'avoir participé à ce premier talk. Merci Valérie d'avoir été parmi nous pour ce premier échange. La semaine prochaine, donc mercredi 12, nous recevrons Mathieu Cusin, qui est Corporate Communication et Business Planning Senior Manager chez Toyota, pour un focus sur la vision et la stratégie d'un acteur industriel sur le marché de l'hydrogène. Encore merci d'avoir participé et à la semaine prochaine. Merci à vous, bonne journée. Merci Valérie, au revoir.